Bonjour, je cherchais le micro, mais il est là le micro, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors effectivement, nous allons changer d'échelle. Alors pour le meilleur ou pour le pire, ce sera à vous de juger. En tout cas, moi je voudrais vous emmener sur ces territoires dont on entend souvent parler, l'Arctique, les glaces, etc., dont on sait aujourd'hui que bon, c'est menacé, hein, il y a le fameux réchauffement climatique dont vous avez tous entendu parler, et la fonte des banquises en particulier, et des banquises polaires. Alors, comment empêcher cela? Au demeurant, on n'y est pas arrivé aujourd'hui. On a vu les COP 21, 22, 23, ça a commencé la première en 1995, je crois, et il n'y a toujours pas de résultat tangible. La Terre continue de se réchauffer et les glaces de fondre. Alors, quel rôle j'ai cherché à jouer dans cette affaire? Moi, quand j'étais gamin ou adolescent, il y avait un truc qui me travaillait, qui me taraudait, c'est-à-dire que le monde qui m'entourait, la société dite de consommation, de production, etc., y compris l'enseignement, le lycée, ce qu'on essayait de nous apprendre, tout ça, j'avais l'intuition profonde que c'était une vaste supercherie. Voilà. Et puis, j'étais aussi un jeune garçon, comme beaucoup, et je me disais, mais plus tard, il va falloir que je sois un homme, à un moment ou à un autre. À quel moment je saurais que je suis un homme? Et à quoi le sait-on, en définitive? Je n'ai pas été préparé à ça non plus. Je ne savais pas grand-chose, même à 18 ans, de la vie. Je n'avais pas voyagé. J'avais une grande curiosité, évidemment, pour tout, pour le monde, pour la connaissance, pour un tas de choses, mais qui n'était pas satisfaite. Donc, j'ai décidé de prendre les taureaux par les cornes et de ne pas trop écouter ce qu'on me racontait ou les recommandations qu'on pouvait m'apporter, et de fixer le barème de ma propre éducation, ou si vous voulez, de ma propre initiation. Parce qu'on parle bien de cela. Il y a un passage, normalement, vous savez, ça se fait encore peut-être en Afrique, je ne sais pas, où on va chasser le lion à la Sagaie, au Moyen-Âge, c'était le chevalier qui partait. En tout cas, l'initiation, c'est se mettre à l'épreuve du réel, soit nu, c'est-à-dire sans protection, en effet, dépouillé, face à la réalité du monde au devant duquel on se dirige. Voilà. C'est l'aventure, en fait. C'est la vertu de l'aventure que de se construire et d'apprendre qui on est. Alors, pour partir dans cette démarche-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu crains le plus? Ce que je redoutais le plus, physiquement j'entends, c'était l'eau. Je suis un piètre nageur, et le froid. Je n'étais jamais allé au sport d'hiver, etc. Et j'ai un petit syndrome de Raynaud. Donc, on va s'occuper de ça. Et 2 ans plus tard, j'étais guide d'expédition dans les régions polaires en kayak de mer. Donc, c'était le pire de la formule qu'on pouvait imaginer. J'ai fait ça pendant 20 ans. Voilà. Et je pense que si j'ai réussi, c'est que j'avais une telle volonté de vivre, de découvrir et surtout d'éprouver les choses par moi-même plutôt que de devoir les apprendre par cœur sans les ressentir, ce qui fait qu'on ne les retient pas, bien évidemment. Eh bien, que j'avais tellement besoin d'un repère qui soit un repère, je dirais, un peu supérieur, peut-être qu'il y avait une dimension métaphysique. L'Arctique, vous savez, c'est comme un temple. Longtemps, je n'ai pas cru au réchauffement climatique. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave, effectivement, les glaciers reculent un peu, mais ça va revenir, c'est qu'un cycle passager. Et j'imaginais surtout que l'Arctique ne se laisserait jamais prendre par l'humanité, par cette civilisation industrielle dont je me méfiais tant. Et j'ai été blessé à partir du moment où j'ai admis que tout cela allait finir, que les glaces, effectivement, disparaissaient. Et j'ai fini par l'admettre, peut-être au même temps que vous, c'est-à-dire vers les années 2000, et en particulier en 2005 jusqu'en 2007, au moment de la sortie du film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Là, on avait un certain nombre de chiffres qui sortaient, j'ai approfondi la question. Et en 2007, il y avait les élections présidentielles avec le pacte écologique de Nicolas Hulot, il y avait Sarkozy, Ségolène Royal, etc., mais qui, tous deux, s'étaient sentis obligés d'intégrer la question de la survie de l'humanité dans leur programme électoral. Je crois que c'était la première fois depuis l'histoire de la République, ou de la 5e, ou de toutes les autres, qu'on se préoccupait d'un enjeu écologique global sur un enjeu national. Ça a disparu depuis, hein. Peut-être le problème est-il résolu, vous nous d'en juger. Toujours est-il qu'il y avait une sorte de mobilisation, y compris de la presse. La presse, les Paris Match et bien d'autres magazines,
titrait, là, voilà, allons-nous survivre, réchauffement climatique, etc. Il y avait le film Soleil vert, vous savez, qui était offert avec VSD, je crois, etc. Donc c'est des films catastrophiques pour nous alerter de ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai voulu participer à cette aventure. Comment? Parce que je m'apercevais que je fréquentais des régions très rares. Je les fréquentais comme ceci, donc en kayak de mer, et que j'étais, malgré moi, le témoin d'un milieu qui est en train de disparaître. C'est-à-dire que cette image que vous voyez là, peut-être, ce sera impossible de la prendre en photo d'ici 15, 20 ou 30 ans. Ça, dans 30 ans, assurément, ça n'existera plus. C'est-à-dire ça, c'est un document d'archives d'histoire naturelle, hein, ce que vous voyez. C'est-à-dire ce que vous voyez, c'est de la banquise pluriannuelle, de la banquise polaire. La différence entre la banquise annuelle, normale, et la banquise polaire, c'est que l'annuelle, elle se forme l'hiver, hein, quand il se remet à geler, et puis elles fond au printemps, mois de juin, juillet, il n'y a plus de glace, et après on se met à naviguer, parce qu'on peut naviguer partout dans l'Arctique, pratiquement, sauf là où la banquise ne fond pas, parce qu'elle est trop épaisse, elle s'est accumulée pendant plusieurs années, et elle s'est formée sur l'océan glacial arctique. On le voit très bien sur cette image, hein, voilà. Donc l'océan glacial arctique est recouvert de glace pérenne, permanente, et il a un rôle sur le climat déterminant, vous imaginez bien. Parce que l'eau sous l'océan glacial arctique, elle est à moins 1,8 degré, c'est-à-dire la limite de congélation de l'eau de mer. Elle va rencontrer les eaux du Gulf Stream qui sont à plus 5 degrés quand elles sont au nord, et puis la différence de température va avoir un effet dynamique sur les courants. Les eaux froides vont couler et vont descendre jusqu'en Antarctique, et elles vont oxygéner le fond des océans, parce que plus l'eau est froide, plus elle capte l'oxygène, comme tous les autres gaz, par ailleurs, hein, le CO2, pareil. Et ce qui fait que le froid, en fait, le système chaud-froid sur la planète, c'est essentiel au dynamisme déjà des océans et de la planète globalement. Et il y a 2 endroits sur Terre où on peut observer la banquise pluriannuelle. On peut l'observer sur la côte orientale du Groenland, la région d'Ammassalik, Tasiilaq, Scoresbysund, en fait, toute la côte est, ce qui fait face à l'Islande. Et on peut l'observer sur l'étroit de Smith. L'étroit de Smith, c'est le nord-ouest du Groenland, l'extrémité nord-ouest du Groenland et nord-est du Canada. On va en reparler beaucoup dans les minutes qui viennent. Alors, la première fois que je suis allé sur la banquise pluriannuelle, c'était pour organiser ces fameuses expéditions de dérive sur les glaces, avec pour ambition, évidemment, de sensibiliser, comme on disait à l'époque, hein, c'était 2008-2009, de sensibiliser le public à la disparition des glaces. Alors, a-t-il été sensibilisé depuis? Je n'en sais rien. Toujours est-il que dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose, on peut le constater, et que la glace continue toujours de fondre, au risque, évidemment, que les courants océaniques disparaissent, et au risque de précipiter une fonte de la calotte glaciaire du Groenland, qui a 3 km d'épaisseur en son centre. Et il suffirait que le Groenland perde 1/4 de son volume de glace, sachant qu'il se passe la même chose sur le continent antarctique en proportion. Eh bien, les océans monteraient de 3 mètres. Et c'est tout à fait envisageable d'ici une échéance d'1 siècle. C'est-à-dire 3 mètres de mer en plus. Nantes n'existe plus, Alexandrie, pareil, Bangkok, New York, et un certain nombre d'autres villes relativement importantes. Ce qui fait qu'on va vers une échéance où, si ça continue, et ça continue, où on est à peu près certain que le monde dans lequel on vit, fondé sur la mondialisation des échanges, une certaine aisance liée au transport maritime, aérien, tout ça, eh bien, ne pourra plus exister. Il va s'effondrer. Par la force des choses, c'est un phénomène physique. D'où l'angoisse des scientifiques qui en parlent aux politiques et qui réagissent, parce qu'ils se sentent bien obligés de réagir, les politiques, en organisant ces grandes conférences qui ont pour vertu d'informer le public de ce qui se passe. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe? Parce que c'est quand même pas très encourageant, d'autant plus qu'on n'a pas de réponse à la question comment faire finalement pour réduire nos émissions de CO2 qui sont en cause. Pour la parenthèse, ça va être rapide, le CO2 c'est quand même du carbone qui est stocké dans les strates géologiques depuis 200 à 300 millions d'années. Et il était très bien là où il est. Il n'avait pas à se retrouver brusquement projeté à la fois dissous dans les océans et dissous dans l'atmosphère. Donc on a modifié la composition chimique à la fois de l'atmosphère et à la fois des océans, ce qui est phénoménal, hein, dans l'histoire de la planète.
Et ça, simplement parce qu'on a rejeté le carbone, et on sait que la vie sur Terre, c'est quand même le cycle du carbone, hein, sinon on ne serait pas là. Donc on a créé un déséquilibre artificiellement, et ce pétrole et ce gaz et ce charbon, c'est rien d'autre que de la fossilisation de l'énergie du Soleil qui a brillé il y a 200 à 300 millions d'années. C'est l'énergie du Soleil qui a été conservée par des végétaux, des animaux qui sont fossilisés, bon, qui font le pétrole aujourd'hui, et qu'on restitue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire on ne vit pas seulement avec le soleil du jour, mais avec le soleil d'il y a très longtemps, et qui est en réserve évidemment limitée. Donc, face à ça, eh bien, la solution, selon moi, c'était de sensibiliser, mais on voyait que ça ne marchait pas trop. Moi, je me laissais dériver en kayak de mer, hein, donc sur ces morceaux de glace qui sont emportés vers le sud, pour témoigner de la fonte de cet élément et de sa disparition. C'était l'aventure des Robinson des Glaces. Alors que, pour être concret, c'est pas du tout cynique, on va prendre ça de façon légère. Hein. Il y a un thermomètre dans cette bibliothèque. Cette armoire, il fait 29,5 degrés. Bon, je sais bien qu'il y a les spots et on est nombreux, hein. Mais c'est-à-dire qu'on est à 10 degrés de plus que ce qui est autorisé légalement. Se chauffer chez soi à plus de 19 degrés est une infraction. Paraît-il de 5e catégorie. Ça peut être changé, peut-être 3e catégorie. 5e catégorie, c'est 1 500 € d'amende. Pourquoi, suite au premier choc pétrolier, en 1974-1975, on a créé cette loi pour limiter la consommation d'énergie fossile, précisément. Et ce qui a permis de limiter un petit peu, sauf qu'à cette époque, on avait un pouvoir, un gouvernement qui était capable, au nom de l'intérêt commun, d'exercer une pression sur le confort personnel, sur le confort individuel. Aujourd'hui, c'est devenu impensable. C'est-à-dire l'intérêt commun, y compris de conserver un climat viable pour tout le monde, ne justifie pas qu'on exerce une pression sur le confort des individus qui ont finalement le droit de se chauffer autant qu'ils veulent. Ça, c'était juste pour l'anecdote, mais c'est vraiment réel. Hein. C'était une loi qui est applicable. La climatisation, c'est exactement pareil. C'est 26 degrés la limite. Au-delà, c'est illégal s'il ne fait pas 26 degrés quand on climatise. Alors, voyant que mes petits périples ne fonctionnaient pas tant que ça, j'ai une idée. Alors, cette idée, est-ce qu'elle est bonne? C'est à vous d'en juger. Je travaille dessus depuis 5 ans. Et elle nous ramène dans le détroit de Smith, c'est-à-dire la côte est du Groenland, ce sont les glaces pluriannuelles les plus faciles d'accès. Plus difficiles à rejoindre, ce sont celles qui se trouvent au niveau de Thulé. Les derniers rois de Thulé, vous avez peut-être lu Jean Mallory. Et là-bas, on a un détroit où l'Amérique rejoint l'Europe. Il n'y a plus que 40 km entre les deux, d'un chenal par lequel circule le courant du Labrador, hein, qui prend sa naissance dans l'océan glacial arctique et qui rafraîchit toute la côte est des États-Unis. Et bien, par ce courant est charrié des masses considérables de ce qu'on peut considérer être les glaces les plus épaisses, les dernières glaces pluriannuelles les plus épaisses du monde. Donc, je suis allé là-bas pour les observer parce que personne ne le faisait. Et pour marquer le coup, j'ai imaginé que cet îlot, qui s'appelle l'île Hans, c'est 1 km², et on voit mieux sur la carte, qui se trouve à 1000 km de distance du pôle Nord géographique. Hein. Il se trouve juste à droite, c'est le Canada, enfin à gauche le Canada et à droite le Danemark, donc l'Europe, avec le Groenland. Et cette île se trouve exactement sur la ligne de partage des eaux entre les deux pays, ce qui fait que les deux pays n'ont toujours pas su déterminer à qui elle appartenait. Donc, a priori, elle appartient à personne. Donc, si elle appartient à personne, pourquoi ne nous appartiendrait-elle pas à nous, sachant que si nous nous approprions cette île, nous ne le ferions non pas pour dire, voilà, on a un territoire en plus, on peut jouir de la situation et profiter du chenal, parce que quand tout aura fondu, on enverra nos cargos par là. Non, on se l'approprie au nom de l'intérêt commun, pour dire, arrêtez, stop, réfléchissons, et travaillons, plutôt que de travailler l'industrie et le commerce qui fait tourner le monde, malheureusement, travaillons plutôt la conscience et le sens des responsabilités. Ça fait un peu moins tourner le monde. Malheureusement, c'est essentiel. Et ce qu'on pourrait dire du phénomène qu'on vit actuellement, c'est qu'on place ce qui est essentiel en périphérie, l'art, l'être, l'homme, l'humain, le sens de la vie, la spiritualité, pourquoi suis-je là, où vais-je, où a disparu ma mère quand elle est décédée, voilà, c'est peut-être essentiel, mais tout ça c'est marginal, on l'occulte, mais on met au centre, en définitive, tout ce qui est futile.
hein, la quantité, le spectaculaire, le matériel, et puis évidemment le bilan comptable. Donc je trouve que tout ça, c'est sur le dos d'une planète qu'on consomme, hein, qu'on mange de plus en plus, de plus en plus rapidement. On est sur la base de la consommation de tout et de n'importe quoi jusqu'à tout, hein, évidemment, qu'il n'y ait plus rien. Donc cette île pouvait nous rappeler à la conscience, à notre devoir d'être humain, de se dire qu'on n'est que passager. On ne peut pas penser l'avenir si on n'est pas imprégné, si on n'est pas habité déjà par le passé, par l'histoire. On est dans un mouvement. Le présent n'est que la conséquence de tout ce qui nous précède, sinon il n'y aura pas de présent. Il n'y aurait même pas de langage pour communiquer s'il n'y avait pas de passé, si des gens, il y a 1000 ou 2000 ans, n'avaient pas inventé les mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc, le présent, c'est bien, mais sans passé, il ne nous mène nulle part. Donc, et ce travail de conscience et ce travail-là, c'est un travail aussi de philosophie, et qui est un travail de responsabilité collective, que pouvait représenter et incarner, selon moi, selon ma proposition, cette île. Et c'est pour ça que j'ai tenté, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Robinson des Glaces, hein, qui vient de sortir chez Pocket d'ailleurs, il y a quelques semaines, qui relate mon dernier périple pour tenter d'atteindre l'île Hans, que je n'ai jamais vraiment réussi à atteindre physiquement. Mais c'est pas, pourtant je me suis donné du mal. Et là, on n'était pas très loin. Et non pas sur une île terrestre, mais sur un magnifique spécimen de banquise pluriannuelle, justement, qui fait bien une 15 mètres, peut-être 15-20 mètres d'épaisseur. Et c'est devenu aujourd'hui rarissime. On avait emporté tous les... Là, je suis au centre, là, vous voyez. Tous les drapeaux du monde. C'est naïf, hein. C'est très naïf. Et effectivement, c'est une photo qui n'a pas fait le tour du monde. Quand bien même l'aurait-elle fait, elle n'aurait pas non plus changé grand-chose, parce qu'on n'arrête pas le mouvement du monde. Et les COP, on voit bien que tous les chefs d'État du monde n'arrivent pas à infléchir la réalité, parce que ça n'appartient pas à la gouvernance, en définitive, de réparer le climat ou même l'écologie. Et moi, j'en suis là, à plaider cette cause-là, jusqu'au moment où j'ai créé ce site, hein, on se souvient, enfin, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, d'ailleurs, j'avais fait une certaine publication de publicité autour de ce site-là depuis un certain temps, où il était question vraiment de se ressaisir et voire d'imaginer un dispositif technique, matériel, qui permettrait physiquement de retenir la circulation des glaces dans le détroit de Smith grâce à cette île, parce que le chenal est très, très étroit. Donc, en maintenant les glaces en amont, on pourrait peut-être retarder la disparition définitive de ces banquises-là et donc retarder la montée des océans. Cette idée, qui intéresse beaucoup de gens, n'a pour le moment ni aucun soutien concret. Alors, des soutiens moraux, c'est pas ce qui manque. Mais il y a quand même une difficulté aujourd'hui à s'impliquer. Simplement de s'impliquer, je ne parle même pas de s'engager. L'engagement, celui pour lequel finalement on voue sa vie, au risque parfois de la mettre en danger, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu assez rare. Alors, comment se sortir d'une situation inextricable ou simplement difficile si on ne s'engage pas pleinement? Et c'est un peu la morale de cette histoire, parce que au bout du compte, j'ai l'impression d'être presque tout seul à porter ce message avec vous aujourd'hui, mais y adhérer ne suffit pas à modifier les choses et surtout à avoir une influence constructive sur un cours de choses qui semble-t-il beaucoup plus puissant que nous-mêmes. Et si je devais résumer cette discussion, ce constat, je m'inspirerais de cette phrase que j'aime beaucoup de Václav Havel, qui dit, voilà, sans révolution globale de la sphère de la conscience humaine, rien ne peut changer positivement, même dans la sphère de l'existence humaine. Et la marche du monde vers la catastrophe sociale, écologique et culturelle est irréversible. Et ça, je pense que c'est fondamental. Il y a d'autres penseurs qui le disent de façon aussi juste. Václav Havel était à la fois un politicien et un philosophe. Ça existait encore. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui encore, mais en tout cas, les mots qui me touchent, c'est la révolution globale de la sphère de la conscience humaine. Et en fait, l'île Hans, c'est ça. C'est tenter d'amorcer cette révolution globale de la sphère de la conscience humaine. Alors, c'est une ambition démesurée, je vous l'accorde, mais l'outil est là. Et l'outil, il a besoin de bras, il a besoin, lui aussi, de son essence, de son pétrole, pour avancer, pour aller plus loin. Aujourd'hui, il est un petit peu en panne, en attente de jours meilleurs, et c'est le destin de chacun de nous qui se joue derrière cette histoire, en définitive. Et j'avais cette obsession que je vous parlais au début de sauver le monde, la forêt amazonienne, après les glaces, après
et me sauver moi-même aussi, peut-être. Le salut de l'âme, c'est peut-être important. Qui sait? Voilà.